Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Aider les êtres à se libérer de leurs afflictions et jouir d'une vie paisible. Le bouddhisme humaniste n'appartient pas à une quelconque personne. C'est le bouddhisme, tout simplement. C'est le bouddhisme dont tout le monde a besoin et son but est d'aider les êtres à découvrir, apprendre, réaliser et accéder à la sagesse de Bouddha, Sutra du Lotus. C'est pourquoi, quand nous promouvons le bouddhisme humaniste, nous devons dès le début nous attacher à promulguer les vérités réalisées par le Bouddha, telles les doctrines sur la coproduction conditionnelle, la voie du milieu, la causalité, la rétribution karmique, de même que l'impermanence, la souffrance et la vacuité, etc. Il faut tout particulièrement savoir apprécier l'esprit et les caractéristiques de l'enseignement du Bouddha, comme étant conforme au monde des hommes, à la vie quotidienne, à l'altruisme, à la joie, à la bienfaisance universelle, à l'époque, etc. Et je l'ai dit et répété, le bouddhisme humaniste, c'est ce que dit Bouddha et ce que veulent les hommes, ce qui est purifié, bon et beau. Nous devons suivre ces principes et ces orientations pour nous développer et non pas nous chamailler sur des usages rituels collatéraux dont le seul résultat est de pousser les adeptes bouddhistes à se critiquer, se réprimander et même s'évincer ou se diffamer. En 1963, quand nous représentions le bouddhisme chinois pour rendre visite au bouddhisme mondial, je me rappelle les paroles que nous adressa le recteur de l'université Taisho du Japon, Ishibashi Tanzan. Aujourd'hui, vous êtes venu nous rendre visite en tant que représentant du bouddhisme chinois. Mais dans le fond de vous-même, vous méprisez le bouddhisme japonais, sous prétexte que les monastiques japonais ont, de nos jours, femmes et enfants. Vous en concluez que le bouddhisme japonais est donc sans discipline. De même, vous dédaignez aussi le bouddhisme thaïlandais. À vos yeux, il ne possède que la foi et l'offrande et peu de principes et de doctrines. Réciproquement, les Thaïlandais vous méprisent eux aussi. Ils pensent que vous vous éloignez déjà de la vie disciplinée de l'époque de Bouddha. Vous brandissez la bannière du bouddhiste Mahayana, alors que vous n'avez pas réellement compris le dharma qu'enseignait le Bouddha. Et le bouddhisme japonais dédaigne lui aussi le bouddhisme chinois, car, bien que les sectes bouddhistes japonais soient nombreuses, elles ne sont pas divisées en pensées. Par contre, le bouddhisme chinois est divisé, et en sectes et en pensées. Comme il a été dit ci-dessus, tout le monde se traite avec partialité et personne n'approuve l'autre. En procédant ainsi, comment pourrait-on se rapprocher, communiquer, se rendre visite et entretenir de bonnes relations? Et comment pourrait-on acquérir l'objectif de la coexistence et de la gloire commune du bouddhisme? C'est pourquoi nous étudions à fond le bouddhisme humaniste, en partant des caractères de l'homme, afin que tous les hommes de ce monde puissent se rallier, s'unifier, coopérer et se comprendre. Et c'est un objectif difficile à atteindre. Ainsi, sur la pratique, il ne faut pas prendre trop à la lettre les doctrines, telles que les triples sauts dharmiques, les 4 nobles vérités, les 6 paramitas, le noble chemin octuple, les 12 chaînons de la coproduction conditionnelle, la causalité et la rétribution karmique, etc. Il faut les simplifier, et peut-être alors, le bouddhisme arrivera-t-il à se développer universellement dans l'avenir. Trop de discours abstrus et mystérieux ne peuvent qu'anticiper la disparition du bouddhisme, car les hommes de nos jours demandent avant tout la simplicité. Si l'école Chan a pu se distinguer dans l'histoire de la Chine, c'est grâce au retour de l'intention première de Bouddha, la simplification de la croyance et de la pratique. À cause des différences de culture, de langage
de coutumes, de climat et de situations géographiques, le bouddhisme des différentes régions se développe tout naturellement sous différents aspects au quotidien. Prenons par exemple la communauté monastique du temps de Bouddha. Les monastiques menaient une vie pure et simple, épaules droites dénudées, se nourrissant en demandant l'aumône et couchant sous les arbres. C'était possible sous le climat brûlant de l'Inde, mais s'ils avaient vécu en Sibérie ou dans le nord-est de la Chine, auraient-ils pu sortir l'épaule dénudée pour demander l'aumône? S'ajoute à cela que, dans la société chinoise, la demande d'aumône est un acte méprisable. Alors, dans ces conditions, dites-moi comment les bhiksus et bhikshunis auraient pu se conformer à la règle qui ordonne de prendre le bol à aumône et de mendier sa nourriture en suivant systématiquement l'ordre des maisons. Ainsi, en ce qui concerne les formes, on doit y réfléchir à nouveau. Il faut chercher l'idée fondamentale de la croyance dans l'esprit, dans les doctrines et dans la vie quotidienne. Il ne faut pas être formaliste, mais vivre avec son époque et chercher à propager le dharma en employant des méthodes adaptées aux hommes d'aujourd'hui. De cette manière, le bouddhisme humaniste pourra à coup sûr entrer en concordance avec les courants de la pensée contemporaine. En Chine, nous pouvons retrouver les spécificités du bouddhisme humaniste grâce aux témoignages et à la pratique des anciens patriarches et moines éminents. Le dharma est dans le monde. On n'accède pas à l'éveil en s'éloignant du monde. Du 6e patriarche Huineng ou encore le chant de la vie agraire de maître Beizang, un jour sans travail, un jour sans repas, etc. Cette vie monastique de l'école Chan est, en fait, conforme aux exemples que donnait Bouddha à l'époque où il a créé le Sangha. Simplement, les bouddhistes chinois de cette époque savaient que les modes de vie en Chine étaient différents de ceux pratiqués en Inde et qu'il ne fallait pas se laisser obnubiler par le passé. C'est pourquoi ils créèrent ce que l'on appelle le monastère de Mazu et les règles pures de Beizang. Le bouddhisme chinois s'est ainsi développé grâce aux règles pures des monastères, avec ses propres caractéristiques, jusqu'à donner naissance à la prospérité simultanée des 8 écoles de l'époque Sui Tang.